Ici, on est en présence d'un sol qui est plutôt léger, assez fin. On a tendance à penser que c'est le type de sol qui va se drainer facilement et naturellement. On peut consulter des cartes pour voir de quelle façon l'eau se distribue à la surface du sol. Mais ces observations-là ne nous permettront pas toujours de voir de quelle façon elle s'infiltre dans le profil du sol. C'est important d'aller creuser. Caroline, agronomie. Alexandra, géomatique. Guillaume, génie. Catherine, pédologie. Carl, agronomie. On a acheté en juillet 2020 de notre voisin. On cultive 500 acres en agriculture biologique, en grande culture, du maïs, du soya, du blé. On savait ce qu'on achetait, mais sans plus que ça, sans avoir 100% la connaissance de tout. Des prairies qui étaient là depuis très, très longtemps. C'était du bovin de boucherie qui était sur la ferme. On a eu la chance de pouvoir s'établir ici. Notre but, c'est de rendre nos actifs ou nos terres en location le plus rentable possible. C'est des terres qui sont quand même classées peu fertiles là, dans les cartographies. On essaie de les améliorer pour qu'ils tombent plus productifs pour améliorer notre rentabilité. Là. Les champs 27-28, on savait qu'il y a une problématique d'eau, plus difficile d'accéder aux champs, c'est plus difficile la croissance des plantes. On dirait qu'elles stagnaient, les engravaient à l'automne, ils se développaient moins. L'été 2023, ça a été une année très, très pluvieuse. C'est très étrange, mais la pluie a affecté plus les sols sableux que les sols argileux. Bien, en ce moment, ce que je vous montre, c'est une capture que j'ai prise de différentes données qui sont toutes accessibles sur InfoSol. Il y a 3 séries de sols. On a la Grande Ligne, le Aston, qui est complètement au bout, puis le Saint-Amable qui traverse. Donc, c'est 3 séries sableuses qui ont une profondeur de glé différente d'une à l'autre et qui va créer aussi des conditions de drainage naturellement différentes. Donc, le glé, c'est la région où il y a plus une résistance à l'infiltration de l'eau de façon verticale. Parce que, entre autres, dans le glé, il y a plus d'argile. C'est un champ d'une forme vraiment typique des seigneuries, donc champ longiligne, qui a une pente descendante vers le nord, d'environ 1% en moyenne. Le champ, oui, il faut le regarder au niveau de la parcelle, au niveau micro, mais surtout et avant tout au niveau macro. Comme ici, au niveau du territoire, on se rend compte qu'il y a des tourbières en amont qui sont à une élévation plus élevé que le champ lui-même, puis que ça a probablement un impact sur la dynamique des eaux souterraines, puis des problèmes qu'on a observés plus loin sur le terrain. On a utilisé un autre outil, on a utilisé un logiciel de C qui s'appelle QGIS. Donc, c'est un outil dans lequel on peut intégrer des données qu'on va prendre sur le terrain. C'est des données d'élévation à partir de notre propre station RTK ou à partir de n'importe quel GPS. Donc, ces données d'élévation-là, je m'en suis servi parce qu'on voulait vraiment avoir des données plus précises au niveau parcellaire. Puis on s'est demandé, est-ce que ça se peut que ces taux-là soient un peu piégés et circulent sur le glé? Puis finalement, on s'est rendu compte que le fossé est plus profond que la profondeur du glé elle-même partout dans le champ. Quand on aborde la gestion de l'eau, premièrement, quand on arrive au champ, on vérifie le réseau hydraulique, c'est la première chose, pour s'assurer que l'eau puisse avoir une sortie, un exutoire. Fait qu'on va vérifier l'ensemble des fossés, des cours d'eau. Ici, on a fait le tour. Les fossés ont une bonne profondeur, sont bien entretenus. Fait que, ici, le réseau hydraulique est adéquat. Ici, on a des séries de sols sableuses. On a une belle plaine de sable, mais on sait qu'il y a probablement un deuxième matériel plus lourd. On va essayer de faire des profils pour essayer de voir l'épaisseur de sable qu'on a. On a fait des fiches synthèse de séries de sols, puis justement pour des séries comme ça, minces sur argile, qu'on pourrait se référer pour nous aider à interpréter ce qu'on voit. Là, maintenant, il faut aller voir ce qui se passe. Donc ici, on est vers 40-50 cm. Là, on a un horizon qui est de couleur plus rouille. On sait que dans les sols, il y a du fer et le fer s'est oxydé en présence d'air. On est vraiment dans un horizon là, sablonneux fin. Puis je vous dirais, vers 60 cm, là, on tombe dans un autre matériel. C'est du loam limono-argileux. Donc ma couche de fond, elle est plus grise. Ici, on est en présence là, de réduction du fer, mais on a quand même beaucoup de marbrure à l'intérieur, causée par justement la présence d'air qui est là. Le glé commence à 60 cm, mais on a quand même beaucoup de marbrure. Et ça, bien, c'est la nappe, elle fluctue dans cet horizon-là. On a une structure de sol qui a été façonnée plus à l'horizontale, ce qu'on appelle une structure soit lenticulaire ou lamellaire. Et ça, c'est sûr que ça a un impact sur l'écoulement de l'eau.
cette structure-là, elle n'a pas été façonnée par la compaction ou par des passages de machinerie lourde. C'est vraiment une structure naturelle. On va aller faire d'autres profils de sol pour aller voir justement est-ce que cette couche de sable-là, des fois, elle peut être plus profonde ou moins profonde. Ici, bien, les nappes ont tendance à être élevées à l'automne, au printemps. Là, on parle d'environ 60 cm. Bien, généralement, on veut atteindre autour de 90 cm à 1 mètre. Ici, le producteur avait aménagé 2 tranchées filtrantes dans des changements de pente pour venir capter l'écoulement hypodermique. En réalité, l'écoulement hypodermique se produit à l'intérieur de la zone travaillée de façon générale, mais peut aussi se produire à une profondeur où il y a un changement de texture dans le sol. C'est vraiment les drains qui vont venir abaisser la nappe souterraine. Une fois qu'on prend la décision de drainer, bien là, ça va être important de choisir le bon drain. Ce qui est important, c'est de procéder à une analyse granulométrique en vue de sélectionner le bon filtre. Donc ici, sur la ferme, avec le type de sol qu'on a, on recommanderait un drain de type 3, donc les gros pertuis. La raison étant qu'on aura un filtre par-dessus. Le filtre, ça, soit un 250 microns ou un 450 microns dans ce cas-ci. Donc ici, les analyses ont montré qu'il y avait un risque modéré à élevé pour le colmatage par l'ocre ferreux. Donc là, il y aura des mesures à prendre. Premièrement, le drain de type 3, les gros pertuis, diminue le risque de colmatage des pertuis. Installer les drains légèrement plus haut qu'on l'aurait fait normalement, sans toutefois aller à une profondeur moindre de 90 cm. Ensuite, on pourrait surdimensionner le collecteur. On pourrait faire des lignes de drain un peu plus courtes qu'on l'aurait fait normalement. Tout ça va faciliter le nettoyage des drains si jamais on a à le faire. Estimo, c'est un outil d'aide à la décision en gestion de l'eau. C'est un outil qui permet, ça le dit, d'estimer les besoins en eau, mais aussi d'estimer la disponibilité de l'eau de surface souterraine. Dans le cas de la ferme Flaubert, j'ai pris comme contexte de production de soya. On comprend que c'est pas un système qui est irrigué, mais l'outil traduit le besoin en eau en besoin d'irrigation. Estimo ne lit pas le futur, mais en fait, il est capable de lire le passé. Fait qu'on est capable d'aller rechercher entre 1998 et 2022 les conditions météo qui sont spécifiques à la ferme où on est. À partir d'une date de semis puis une date de récolte, finalement, d'aller revisiter cette saison-là puis voir est-ce que la culture aurait subi un stress hydrique. On a mis le soya dans un contexte de sol sableux, sans compaction. On a aussi fait une simulation avec du soya dans un loam, qui est un sol plus lourd, donc moins propice au déficit hydrique. Je suis allé chercher 2012, qui, dans ce cas-ci, où la région où on est, était une saison qui était quand même assez propice au stress hydrique. On s'aperçoit que dans le contexte sableux, le besoin en eau est plus grand que dans le contexte de loam. C'est une chose de dire que la culture a subi un stress hydrique. Maintenant, est-ce que ce stress hydrique-là va se traduire en une perte de rendement? Bien, c'est clair que ça dépend du moment où ce stress-là va apparaître. Ça dépend aussi de la durée du stress. Mais c'est sûr qu'on est dans un contexte où la culture a subi un certain stress hydrique, mais c'est un outil qui sert aussi à aller peut-être expliquer en partie la variation des rendements qu'on a pu avoir dans le passé. Les producteurs agricoles se questionnent de plus en plus sur l'impact des changements climatiques sur la répartition des précipitations au cours de la saison. Les moments où l'eau est présente en quantité importante, c'est pas toujours les moments où on en aurait besoin pour les cultures. Donc, c'est important de prendre des mesures pour accroître la résilience de nos sols à ces excès et à ces périodes qui sont plus sèches en cours de saison. L'accumulation d'eau dans le sol peut avoir un effet sur les rendements des cultures, mais aussi sur la quantité d'air qui est présente dans le sol et donc l'activité des micro-organismes du sol. Bien, les cultures de couverture, ça va toujours être important, puis on y croit vraiment. Là. Fait que nous, tout ce qu'on peut, on en met dans notre intercalaire de maïs, après nos céréales, toujours en engrais vert, le plus possible qu'on laisse intact à l'automne. Donc, on pense que ça va améliorer l'infiltration d'eau, la structure du sol. Là, j'ai semé du bleu de printemps, puis un champ, je vais semer du trèfle rouge 2 coupes dedans, puis l'autre champ, je vais semer de l'avoine pois après ma récolte de blé. Là. Avec toutes les recommandations qu'on a eues, c'est certain qu'on envisage fortement le drainage de ces parcelles-là.